Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Teria, l'émission qui vulgarise la cyber. Radio Teria, c'est une initiative qui a été lancée par Oteria Cyber School, donc une école spécialisée en cybersécurité en 5 ans. Aujourd'hui, on va parler de la Cyber Threat Intelligence, un domaine spécifique de la cyber, plus connu sous le nom de CTI, et on va notamment évoquer ensemble le métier d'analyste CTI. Et pour ça, je suis accompagné des meilleurs, puisque je suis entouré de Marion et de Livia, qui sont analystes CTI, alors respectivement chez Own pour Marion et chez Sequoia pour Livia. Écoutez, on va commencer par le commencement. Marion et Livia, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Livia Tivirna, donc je suis effectivement chez Sequoia, je suis analyste au CTI depuis 4 ans et demi là-bas maintenant, et je suis spécialisée sur les menaces russophones avec un angle de vue plutôt stratégique. Donc moi, c'est Marion Lechivert. Donc je suis chez On, analyste également donc CTI depuis 5 ans. Donc On est une société de services. Donc je suis dans l'équipe plus Advanced Persistent Threat, donc on dirait APT. Et donc pareil, j'ai cet angle stratégique dans mes analyses, comme Livia un peu d'une certaine façon. Ok, très clair, merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir. Alors peut-être pour commencer, avant de parler du métier d'analyste CTI, on peut peut-être reparler de ce que c'est la Cyber Threat Intelligence. On sait que d'une entreprise à l'autre, d'un prestataire à l'autre, ça n'a pas forcément le même sens, la même définition. Donc, Livia, typiquement, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est pour toi la Cyber Threat Intelligence? Effectivement, il peut y avoir des définitions très différentes selon la taille de l'entreprise, le type de service ou de produit qu'on propose à nos clients, à nos partenaires. Chez Sequoia, aujourd'hui, on est une équipe d'une vingtaine de personnes qui font de la CTI multidisciplinaire. Donc, selon le profil, on va avoir des journées types et des missions assez différentes. Pour nous, la Cyber Threat Intelligence aujourd'hui, c'est connaître l'attaquant, en fait. Pour mieux se protéger, il faut connaître l'attaquant et savoir anticiper ses actions. Et donc, pouvoir avoir une vue globale du panorama des acteurs de la menace, des campagnes qui sont menées, faire des chronologies, des timelines des campagnes passées, pouvoir anticiper des campagnes futures. Et puis, en fonction de nos profils, les adapter et faire des analyses plutôt techniques ou stratégiques, faire des corrélations avec les événements géopolitiques, par exemple. Voilà, les possibilités sont vraiment multiples. Ok, merci beaucoup, Livia. Marion, est-ce que tu as des choses à compléter? Est-ce que c'est une définition qui te convient? C'est une définition qui me convient plutôt bien. Ce que je rajouterais peut-être d'un point de vue plus c'est parce que comme on est une société de service, il y a vraiment aussi cet intérêt de répondre à un besoin client, c'est-à-dire vraiment une analyse sur l'anticipation, sur qui pourrait l'attaquer, comment, en fonction de son secteur, de son domaine d'activité, de ses activités aussi à l'international ou en France. Donc il y a vraiment, et comme le disait finalement Livia, vraiment cette interdépendance des disciplines et justement aussi ce qui se reflète dans la multiplicité des profils qu'on peut avoir pour répondre à tous ces besoins. Ok. Et j'aimerais qu'on fasse un focus un peu plus précis sur le métier d'analyste CTI. C'est quoi, toi, Livia, tes grandes missions chez Sequoia? Comment s'organise un peu ton quotidien? Je dirais que dans un premier temps, un métier de CTI suit vraiment le cycle du renseignement qu'on a peut-être tous en tête quand on commence à faire du renseignement sur la menace. Donc ça commence de manière générale par la veille. Une journée type, ça va être vraiment se mettre un peu à jour sur les dernières campagnes, les derniers développements dans les techniques qu'un attaquant utilise ou la victimologie qui aurait changé ou pas d'un certain groupe. Ensuite, il y a beaucoup d'analyse, donc de l'analyse que peut se faire sur le passé pour comprendre la typologie, le profil d'un attaquant à l'instant T, surtout quand c'est corrélé à un grand événement, comme ça a été l'année dernière, les élections, les Jeux olympiques, etc. Des analyses prospectives. Ensuite, là, il y a des possibilités qui vont jusqu'à l'infini. On peut faire des analyses sur un attaquant, sur une technique d'attaque, sur un secteur, sur un pays en particulier. Ensuite, il y a tout un travail de suivi en continu, donc on peut appeler ça en anglais du tracking. Donc s'assurer que ce qu'on a vu aujourd'hui, on pourra le voir demain si la campagne se réactive ou si les outils malveillants sont utilisés par cet attaquant ou par un autre. Ensuite, voilà, on fait aussi du suivi des périmètres clients sur le dark web ou
ou sur les marchés cybercriminels, mais de manière globale, on va aller à la recherche de l'attaquant, s'intéresser à ce qu'il fait de plus près, se mettre un peu dans sa peau et puis comprendre comment il agit pour protéger des périmètres divers. Toi, Marion, est-ce que le fait d'être dans un cabinet de conseil et de faire de la CTI dans un cabinet de conseil, est-ce que le quotidien est très différent de celui de Livia ou les missions restent les mêmes? Tout ce scope-là est vu, bien évidemment, donc ça va être vraiment ça va faire partie, de notre journée et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est ce côté, justement l'adaptation au client. C'est-à-dire que si on monitore justement la surveillance, si on surveille son système d'information, c'est essayer de voir aussi, voilà, si un attaquant a pu déposer un nouveau nom de domaine qui va être similaire, par exemple, à un attaquant, enfin si je rentre vraiment dans le détail. Mais globalement, c'est de prendre un peu de hauteur par rapport justement à ce qui s'est passé dans l'actualité, dans cet écosystème cyber, les types d'attaques, comment ça peut potentiellement avoir un impact pardon, sur notre client. Et surtout après, c'est d'élaborer aussi un certain nombre de recommandations. Parce que c'est ça aussi ce qui importe dans nos rapports à la fin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va leur dire, comment on va les orienter pour qu'ils se protègent, pour qu'ils anticipent, pour qu'ils remédient aussi potentiellement à certaines choses qui sont en train d'arriver. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui se mêle finalement dans les analyses, dans nos rapports, dans nos divers rapports qu'on peut rendre. Ok. Et justement, en parlant d'analyse, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent bien se rendre compte de ce que c'est une investigation en cyber threat intelligence, est-ce que vous auriez une investigation en date à nous exposer, alors rapidement, mais pour qu'on rentre un peu plus dans le concret? Je pourrais vous évoquer, par exemple, une analyse faite par ma collègue Colline chez Sequoia sur l'écosystème chinois, tout ce qui est écosystème offensif de la menace. Donc, les structures liées à la cyber ou qui ont des missions cyber et qui sont connues ou documentées pour mener des campagnes offensives à l'encontre d'autres pays, typiquement, le plus souvent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait vraiment une analyse géopolitique et très stratégique. Et puis, on voit comment ça se concrétise jusqu'au niveau le plus technique. Par exemple, je pense, et c'est là où on voit vraiment l'intérêt de la multidisciplinarité de ce métier. Quand on constate qu'en 2021, par exemple, la Chine a fait passer une loi qui oblige tous les acteurs, même ceux privés ou du milieu académique, à rapporter à l'État les vulnérabilités trouvées avant de les rapporter aux éditeurs de logiciels, par exemple, d'autres produits. Et donc, depuis, on constate une croissance des campagnes chinoises ou de provenance chinoise qui exploitent ces vulnérabilités. Et donc, c'est là où on voit de manière très concrète comment une analyse stratégique, où on s'intéresse à la structure étatique d'un pays ou à l'autre, peut se concrétiser ensuite dans des campagnes qu'on voit sur le terrain dans les années à venir. Ouais, super intéressant. J'imagine qu'effectivement, en Chine, il y a pas mal d'activités là-dessus. Marion, est-ce que toi, tu as des petites anecdotes croustillantes aussi en investigation? Alors moi, je vais faire peut-être un peu plus ciblé, c'est-à-dire dans le cadre soit d'une fuite de données ou quand on va trouver en fait justement pour un client des attaques typo squatting, c'est-à-dire des reprises de noms de domaine qui vont être très semblables au nom de domaine qui appartient à notre client. Et donc dans ce cas-là, l'objectif va être d'investiguer, donc sur les forums, etc., là où on aura retrouvé justement ce nom de domaine, cette fuite de données, pour essayer de comprendre qui est potentiellement l'acteur derrière, pour illuminer l'infrastructure d'attaque, c'est-à-dire dans le cadre de campagnes de phishing qui vont potentiellement être déployées et liées à ce nom de domaine qui va être usurpé. Donc il y a vraiment, là on est vraiment dans le côté plus cybercrime local, moins étatique, comme l'a présenté Livia. Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi ça, beaucoup, notre travail, c'est justement d'être vraiment dans le zoom, on va dire, par rapport à ce qui va se passer chez nos clients, ce qui va les impacter, et ces rapports plus stratégiques sur justement des acteurs. Ça va être une APT, typiquement, on pourrait parler de Lazarus, qu'on a pu, donc une APT qui est liée donc au nord-coréen, et donc qu'on a pu voir, qui a pu potentiellement viser des clients à nous, par l'intermédiaire de campagnes sur les réseaux sociaux, via LinkedIn, en utilisant l'IA et en créant de plus en plus des profils, des annonces en fait de travail qui sont clairement très bien faites. Et donc voilà, et là, on va travailler sur justement le tracking de ces APT, comment les suivre, essayer d'anticiper le mieux possible, même si ça reste quand même assez compliqué.
de connaître au plus près cet attaquant pour qu'on puisse au minimum avertir notre client, l'anticiper, essayer de recueillir, en fait, comme on parle d'IOC, donc de recueillir un certain nombre on va dire, d'IOC, d'indicateurs techniques, voilà, c'est ce que je voulais, pour au mieux arriver à le défendre ou du moins à l'informer. Alors, en parlant d'IOC, donc la CTI, alors d'ailleurs, la CTI, c'est un acronyme, mais c'est un univers où il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de termes techniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit starter pack de l'analyse CTI? C'est quoi les 4-5 termes à connaître, Livia? Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et en plus, la plupart viennent de l'anglais. Clairement. Bon, après, il n'y en a peut-être pas plus que dans d'autres métiers, on ne se rend pas compte. Mais alors, un ASI, c'est un indicateur de compromission qui peut être un nombre de domaines, une adresse IP ou un hash, et qui sont globalement des indicateurs qui sont malveillants selon nos observations, les observations qu'on trouve en open source. Ensuite, on peut parler de Mitre, par exemple, qui est une matrice qui regroupe, qui classifie les techniques utilisées par les attaquants dans les campagnes malveillantes. APT, ça a été déjà évoqué pour Advanced Persistent Threats, et qui sont des groupes d'attaquants liés à des services de renseignement étatiques. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer en plus parmi les notions un peu basiques? Moi, je dirais, pour rebondir, STIX. STIX, Donc c'est Structure Threats Information Experience. Et donc en fait, ça va permettre, c'est un langage commun qui va permettre de modéliser les campagnes que vient de citer finalement Livia, c'est-à-dire d'utiliser les IOC, les techniques d'attaque, et tout ça va être modélisé. Et c'est un langage en fait commun à l'ensemble de la communauté finalement cyber, et ce qui permet finalement de comprendre, de pouvoir typiquement modéliser des articles. Et de mieux les comprendre, voilà, d'une autre façon que juste en lecture simple. C'est vrai que c'est deux mots-clés assez importants, modélisation et partage, puisque, alors certes, il y a beaucoup de modèles qui s'imposent un peu et beaucoup d'acronymes, mais ça nous permet justement de parler la même langue et de pouvoir partager l'information de manière cohérente, de pouvoir automatiser, automatiser à la fois la collecte d'informations, mais aussi le partage d'informations. Donc, ça prend vite. Faut pas avoir peur de tous ces termes, mais c'est vraiment très utile dans notre quotidien. Et en parlant un peu de framework, donc il y a aussi des outils que vous utilisez au quotidien, des plateformes. Alors, si demain, typiquement, je veux me mettre à la CTI et je veux m'exercer, c'est quoi un peu les outils qu'il faut que j'aille regarder? Voilà, il y en a une liste. Moi, je dirais de commencer un peu, et comme, je l'ai peut-être pas précisé, mais je suis pas un profil technique. Mais je pense que Virus Total est un métier quand même assez efficace. Bon, alors, on en revient toujours aux IOC, donc aux hash, aux adresses IP, qui permettent un peu en fait de commencer à comprendre comment tout est lié, je pense. Ce qui me paraît assez intéressant, de comprendre un peu. Voilà, vous mettez un nom de domaine et après, il y a toute une analyse qui est faite sur ce nom de domaine si elle a été faite dans Virus Total, et donc ça vous permet un peu de voir ses liens, à quoi elle est rattachée, par qui, un serveur, etc. Après, il y a Shodan. Je pense à Shodan. URL scan pour le scan, voilà, d'un site web ou autre. Je sais pas. Sensis, qui sont finalement tous des services communautaires pour la plupart, de scan de tout genre, des indicateurs de compromission de tout genre. On peut voir l'historique ou à l'instant T ce que les moteurs de recherche détectent, ce que les autres antivirus ou outils de détection trouvent concernant un nom de domaine, une adresse IP, etc. Et puis enrichir avec notre propre analyse pour aller plus loin. Donc bien faire attention finalement, parce que certains détectent, c'est malveillant, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça, ne pas l'utiliser de manière complètement... on ne réutilise pas un nom de domaine qui est qualifié malveillant ou qu'on ne connaît pas dans un moteur de recherche normal, sans au préalable mettre en place certaines mesures pour se protéger de potentiels effets secondaires, on va dire. Et est-ce que vous avez des outils qui vous aident un peu sur la prise de notes, la centralisation des informations? Parce qu'il y a une grosse partie, en fait, rédaction de rapports, synthétisation de l'information, etc. Est-ce qu'il y a des outils qui vous aident là-dessus ou c'est juste Avant la votre cerveau? rédaction, il y a la veille qui prend beaucoup de temps et
Avec la quantité d'informations avec lesquelles on se retrouve en ligne en ce moment, si on cadre pas très bien notre processus de veille, effectivement, ça peut devenir un peu compliqué de suivre tout ça. Moi, j'utilise beaucoup Raindrop. C'est ce qu'on utilise en interne pas mal. Donc, ça permet vraiment de partager déjà avec tous ses collègues nos sources de veille et puis de regrouper très bien ça et de retrouver quand on a besoin de manière assez facile l'information qu'on recherche. Ensuite, pour la rédaction, Il y a des templates après qu'on a utilisés, mais si je reviens juste sur la veille, c'est vrai que Raindrop, pour le coup, nous aussi, on l'utilise et on a développé un peu un jargon en interne justement pour classifier en fait toute notre veille. Il y a une personne qui va faire la veille qui sera plus ou moins dédiée. On fait aussi voilà, des genres de newsletters en interne justement pour informer un peu l'ensemble de l'entreprise. Mais globalement, c'est qu'on ait un langage commun aussi là aussi. On en revient pas toujours au même point, mais pour justement faire un tri et moi qui vais être spécialisée ou qui vais travailler pour tel ou tel client sur un secteur particulier, une APT particulière ou un mode opératoire particulier, au moins ça me permet d'aller aussi directement un peu dans cette case-là pour voilà, ça permet aussi de gagner un peu de temps de temps en temps parce qu'on est inondé d'informations. Enfin, c'est vrai que le matin on se lève et quand on commence à faire sa vie, on se dit mon Dieu, par où commencer. Mais c'est vrai que c'est plus ou moins comme ça. Et après la rédaction, ça reste quelque chose d'assez ça peut être fait en collaboratif aussi sur des outils, les outils traditionnels. Mais c'est vrai que de plus en plus, nous, de notre côté, en tout cas, on a des templates qui ont été développés au fur et à mesure en essayant de comprendre comment on pouvait délivrer un rapport qualitatif qui soit compréhensible et qui suive un peu un cheminement, un mode opératoire d'un attaquant. Enfin voilà, il y a un peu un travail qui a été fait là-dessus pour que nos rapports soient s'adaptent bien évidemment aux clients, mais soient en même temps assez similaires pour que l'analyse, ça soit aussi le résultat d'un raisonnement, mais qui est même si chacun a sa propre façon d'écrire, je pense quand même, mais qui est un peu une certaine continuité dans nos analyses. Oui, en t'écoutant, j'ai envie de dire que l'outil numéro 1 de la rédaction, c'est la doctrine que chacune des équipes a et qui met en place et qui fait aussi le style de chacune des équipes. Quand on lit les rapports publiés sur des blog posts en open source, c'est là où on voit la doctrine interne appliquée à chacune des productions. Quand tu parles de doctrine, c'est quoi? C'est la ligne éditoriale un peu de l'équipe, c'est ça? Tout à fait. Ça parle des choses assez génériques et globales comme la structure d'un rapport, par exemple, selon la typologie ou la finalité recherchée. Mais ça parle aussi de style, typiquement des choses assez simples. Est-ce qu'on utilise l'anglais british ou américain? Est-ce que on adopte tel ou tel système de qualification de la fiabilité d'une information, par exemple, puisque on traite beaucoup d'informations qui peuvent être plus ou moins véridiques. Les sources n'ont pas toutes le même degré de fiabilité. Donc là, et on formule beaucoup d'hypothèses aussi. Donc là, on se doit justement, je reviens au langage, à la formalisation du langage pour formuler des hypothèses. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est moins sûr? Et quand c'est pas normalisé au sein d'une équipe ou même au sein de l'industrie, traiter cette information devient assez difficile. Il y a un autre terme technique qui revient aussi souvent, c'est le terme de TTP, donc qui veut dire, si je ne m'abuse, tactique, technique et procédure. Donc c'est un peu le mode opératoire de l'attaquant, c'est ça? Ouais. Marion, est-ce que tu aurais des TTP un peu étranges que tu as croisés dans ta carrière qui pourraient amuser nos auditeurs? Étrange, je sais pas. Je vais juste refaire le lien entre TTP et Mitrattack, dont tu as parlé tout à l'heure, Livia, parce que finalement, ces TTP sont liés au framework Mitrattack. Et donc, en fait, nos rapports sont élaborés sur la base de ces TTP, de Mitrattack, pour comprendre en fait vraiment le cheminement de l'attaquant, c'est-à-dire de sa reconnaissance préalable de sa future victime, on va dire, jusqu'à sa résolution, c'est-à-dire lorsqu'elle a exporté les données et qu'elle s'en va, entre guillemets, du système d'information, du moins qu'elle a extrait tout ce qu'elle voulait de son système d'information, de sa victime. En TTP bizarre, je sais pas vraiment si j'en ai, parce que je trouve que c'est quand même dur. Déjà, il y en a énormément, on les connaît pas. Et moi, je me suis plutôt... j'ai pas... Sur la reconnaissance, peut-être, de plus en plus, comment ils s'imaginent avec l'IA, peut-être, où ça va évoluer, je pense, encore un peu. Ou justement, comment arriver à devenir... l'IA permet vraiment de faire en sorte que les techniques utilisées soient de plus en plus intraçables, ou du moins de plus en plus illisibles pour des personnes qui chercheraient justement à comprendre...
comment ces attaquants arrivent à tromper la victime, parce que vraiment, je pense que même des personnes qui connaissent peuvent se faire, on va dire, avoir. Donc bizarre, j'ai pas trop de bizarre. Je sais pas, Livia, si toi, t'en as une bizarre. Mais après, c'est que les attaquants innovent toujours, C'est ça. mais le plus souvent, les techniques simples marchent encore et toujours et sont lucratives. Je pense au phishing, qui encore et toujours là. Alors certes, les attaquants adaptent un peu leurs approches. Par exemple, on a vu des campagnes par QR code phishing, ou aujourd'hui, on parle beaucoup de ATM, donc Adversary in the Middle, ou encore les derniers mois, on parle beaucoup de campagnes de phishing qui exploitent des fichiers SVG dans les emails envoyés aux clients, tout ça pour échapper à la détection. Donc, il y a toujours des sous-techniques qui évoluent, mais c'est pas parce qu'une TTP, une technique est simple que ça marche pas. Après, je parlerai peut-être de la désinformation. Je trouve ça intéressant de voir comment l'industrie de la CTI intègre de plus en plus la désinformation dans leur analyse. Alors qu'il n'y a pas encore très longtemps, c'était deux disciplines relativement séparées. Et on le voit également du côté des attaquants. Aujourd'hui, il y a des ATP typiquement qui intègrent des campagnes de désinformation à leur propre campagne existante ou qui les créent. Je pense notamment à certains rapports qui sont sortis après le démantèlement de Wagner en Afrique. Donc, il y a différents services de renseignement qui ont récupéré certains périmètres et il y aurait le SVR, le service de renseignement étranger de la Russie, qui aurait récupéré les fabricatrolls, les fermatrolls de Wagner. Donc, est-ce que ça se voit ou ça va se voir dans des campagnes futures où ce service de renseignement va mener ses propres campagnes de désinformation? Alors, on le voit déjà, certains, selon rapport. Et je pense que pour le coup, rajouter le framework, c'est Disarm pour la désinformation, parce que finalement, c'est deux frameworks différents. Et effectivement, là aussi, il y a une certaine une liste de TTP. Il a évolué, il est beaucoup plus récent. Mais effectivement, nous, de plus en plus, on l'intègre aussi dans nos rapports, dans nos rapports d'analyse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette scission, on va dire, claire entre les deux. Et c'est vrai que là, c'est pas mal attribué effectivement à la Russie ces derniers temps, avec l'utilisation de l'IA aussi, sur une des dernières campagnes attribuée du moins liée à la Russie, et où en fait le narratif russe a été massivement imprégné dans les IA, ChatGPT et bien d'autres, et où en fait quand vous allez poser la question à votre IA, elle va vous en lui posant une question typiquement sur une question qui normalement ne devrait pas sortir telle ou telle réponse, et des articles en fait pro-russes ont inondé ces ChatGPT, ce qui a fait que l'IA répond par rapport à ces articles-là, par rapport à ce à quoi elle s'est nourrie. Et donc vraiment, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus qui est très intéressant. Là, on a parlé de pas mal d'acteurs. On a parlé de Wagner, on a parlé de la Russie, de la Chine, on a parlé des APT. Alors, il y a plein d'acteurs différents qui forment cette menace. Donc, pour nos auditeurs, si on doit un peu faire un panorama des différentes catégories d'acteurs, c'est quoi un peu ces catégories? Alors, dans le métier, la façon la plus courante de classifier ces acteurs, c'est par rapport à la motivation, par rapport à l'objectif final recherché. Donc là, on va parler des fameuses APT qu'on a déjà évoquées plusieurs fois. Donc là, c'est les services de renseignement étatiques qui cherchent plutôt à mener des campagnes d'espionnage, de sabotage, ou plus récemment aussi lucratives. On parle par exemple de la Corée du Nord qui cible pas mal le secteur des cryptos, par exemple, pour financer ses propres programmes internes, notamment tout ce qui est au nucléaire, par exemple. Ensuite, il y a une deuxième grande catégorie d'acteurs qui sont les entreprises privées ou les hackers for hire. Là, pareil, on entend de plus en plus parler et ça met un peu en difficulté le travail d'attribution quand on travaille sur ces types de campagnes, parce que ce qu'on voit très souvent, c'est que des groupes APT ou des services de renseignement contractualisent ce type d'entreprise pour mener des campagnes offensives. Donc là ça se mêle un peu. Ensuite, on a les cybercriminels, tout ce qui est les groupes cybercriminels qui mènent des campagnes lucratives pour rechercher à se faire de l'argent. Là encore, il y a beaucoup de porosité entre les groupes APT et les groupes cybercriminels. Récemment, c'est un peu une des tendances qui ressort ces dernières années pour moi. On peut en reparler plus tard. Les activistes, donc ces groupes
qui sont là pour mener un discours, pour faire entendre leur voix. Ça peut être politique, écologique ou idéologique. Qui mènent notamment des campagnes DDoS qui sont certes pas très sophistiquées du point de vue technique, mais qui ont un grand impact réputationnel, notamment sur les victimes. Marion, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, là, on est bien. Je pense que l'activisme, c'est une des menaces avec aussi, on peut peut-être pour le cybercrime, la menace cybercrime, les ransomware, bien évidemment, ou de toute façon, si on revient plus micro, qui ont eu un impact quand même et où la société a globalement vu ces deux menaces principales. La menace APT, c'est quand même plus compliqué pour une personne lambda de s'en rendre compte, puisque voilà, on est sur un niveau un peu plus géopolitique, géostratégique. Mais c'est vrai que c'est une bonne définition. Ok, donc pas mal de menaces, de typologies de menaces différentes. Et du côté des cibles, alors on sait que les États peuvent être victimes, des grosses entreprises, peut-être aussi des petites entreprises qui ont des activités stratégiques. C'est quoi un peu qui peut être victime en fait de ce genre d'acteurs? Ouais, je dirais tout le monde presque maintenant. Je pense que plus personne n'est à l'abri de ce genre de tous ces types de menaces finalement, en fonction un peu justement d'où on se positionne sur un échiquier un peu économique, politique, social même. Je pense qu'on est visé par ces types de menaces. Donc il y a la menace lambda, la menace cybercriminelle vraiment de base, ou les phishing, etc. Tout le monde est visé d'une façon ou d'une autre. Alors après, il y a des systèmes qui ont été mis en place par justement les éditeurs, les éditeurs, etc. Ce qui fait que nos boîtes mail arrivent un peu à stopper, mais on voit, on a encore victimes, on les voit arriver, et même sur les portables, parce qu'en fait, tout c'est aussi justement adapté à l'évolution de la technologie, de tout ce qu'on utilise nous dans notre vie. Et ensuite, je pense que de toute façon, les États-Unis restent une des cibles principales en termes de. On le voit sur les ransomware, on le voit globalement l'activisme aussi. C'est beaucoup aussi lié de manière géopolitique. Hein. On l'a vu avec les conflits le conflit russo-ukrainien. Ceux qui apportaient leur aide à l'Ukraine et de l'autre côté. Donc voilà, l'activisme est né, et a vraiment émergé, on va dire, à ce moment-là, après avec cette confrontation-là. Et là, pareil, toutes les des petites entreprises, des moyennes, des grandes entreprises qui appartenaient ou qui possédaient la nationalité d'un pays qui avait apporté son aide à l'Ukraine étaient susceptibles d'être des victimes potentielles de groupes. Et Livia, peut-être, est-ce que tu aurais des conseils à donner à, je sais pas, un chef ou une chef d'entreprise, quelqu'un qui se sent pas forcément concerné par la menace cyber, mais qui en fait peut l'être? Comment se rendre compte si on est soi-même victime? Je ne peux qu'être d'accord avec Marion pour dire qu'on est tous concernés. Alors, se rendre compte si on est une victime potentielle ou pas, c'est peut-être important d'abord d'avoir en tête quel type de menace on étudie, parce que selon si c'est un groupe APT ou un groupe ransomware ou un autre groupe cybercriminel, la victimologie ne va pas être pareille. Typiquement, un groupe cybercriminel va être très opportuniste. Donc là, on peut rarement anticiper la victimologie. Ils vont faire des campagnes en masse. Je pense notamment aux campagnes qu'on a vues notamment l'année dernière, ou il y a 2 ans, d'exploitation de vulnérabilité sur des services de stockage de fichiers en ligne. Et alors là, leurs clients sont présents dans tous les pays, dans tous les secteurs. Et donc, avec une seule campagne d'exploitation d'une 0D, par exemple, d'une vulnérabilité de ce service en ligne, on touche à tous les secteurs et à toutes les géographies. Ensuite, effectivement, si on parle d'une APT, on va parler de ciblage très stratégique pour le secteur de la défense, les NGO, les dissidents, les journalistes, les infrastructures critiques, énergétiques, etc. Et donc, selon si on estime qu'on fait partie de ce socle critique dans un pays, on va chercher à se protéger plus d'une menace que d'autres. Après, à mon avis, qui est certainement partagé dans le métier, c'est que il faut regarder de tous les côtés, de toutes les menaces. En plus, aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure qu'il y a une très grande porosité entre la menace étatique et la menace cybercriminelle. Donc avant, là où en regardant quel a été le point d'entrée dans un réseau, on pourrait deviner quel serait l'impact et qui est l'acteur derrière. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont utilisés à la fois par des groupes étatiques et par des groupes cybercriminels, des outils partagés, des groupes cybercriminels qui exploitent des 0D, des groupes APT qui commencent à
à utiliser des codes malveillants jetables et plus trop complexes. Donc il faut s'intéresser un peu à tout. Et puis on évoquait pas mal la matrice Mitre et les TTP, donc la chaîne d'attaque qui va de la reconnaissance accès initial jusqu'à l'impact. Eh bien, je dirais, en tant que chef d'entreprise ou voilà, personne responsable de la protection d'un réseau, s'intéresser vraiment aux phases initiales d'une attaque potentielle, donc plus à la reconnaissance, à l'accès initial, puisque c'est vrai que si on détecte un ransomware, c'est très certainement déjà trop tard, l'impact a eu lieu. Après, je pense que c'est de la gestion de risque finalement aussi, hein. Ça rentre là-dedans, c'est de se dire quel est ce risque et quel est le poids que j'accorde à ce risque-là aussi. Je pense que maintenant, c'est quand même assez important. Alors, ce que vous avez dit juste avant, vous avez pas mal parlé de géopolitique. Alors, c'est marrant parce que quand on parle de CTI, il y a cyber dans le mot, donc on a plutôt tendance à se mettre du côté de la technique. Et en fait, on s'aperçoit que la menace, elle est corrélée à l'actualité géopolitique. Donc, c'est quoi aujourd'hui le lien qu'il y a entre la cybermenace et la géopolitique? Comment ça se traduit? Le lien est évident de plein de manières différentes. Je vais peut-être rester sur deux aspects les plus importants qui sont les attaquants et puis la réponse des États. Donc, toutes les alliances géopolitiques dans le monde sont transcrites assez souvent dans le cyberespace également. On le voit dans la victimologie des APT, notamment qu'on suit, parce que là, typiquement, on va plus parler des groupes étatiques qui mènent des campagnes à motivation géopolitique. Ça se traduit dans les conflits récents, donc Russie-Ukraine, Inde-Pakistan, beaucoup récemment. C'est avec la guerre en Ukraine en 2022 qu'on a vu émerger ou réémerger, si je peux dire, la menace activiste, qui, selon les groupes, serait aussi liée à certains services de renseignement. On a eu quelques cas assez isolés des groupes cybercriminels qui sont aussi impliqués dans ces conflits géopolitiques. Et donc ensuite, si on prend un peu de hauteur et on regarde la réaction des États, c'est là aussi où on voit les efforts d'attribution qui sont profondément géopolitiques. C'est un moyen stratégique de communication et de dissuasion souvent entre les États. Donc là, on a vu en Europe la France qui a très récemment attribué pour la première fois une campagne cyber à un État, donc à la Russie typiquement. Très récemment aussi, la République tchèque a communiqué sur une attaque contre son ministère des Affaires étrangères qu'il a publiquement attribué à la Chine. Et en plus, il y a les pays de l'OTAN qui sont venus avec des condamnations publiques également. Donc on voit que la géopolitique, elle est à la fois intrinsèque aux campagnes offensives, aux campagnes malveillantes qu'on voit, de par les motivations des attaquants, mais aussi aux réponses que les États peuvent amener. Ouais, donc du coup, Marion, en fait, quelle est la place de la géopolitique en fait dans ton quotidien? Je pense que de toute façon, pour comprendre les motivations, comme l'a dit Lydia, d'un attaquant, il faut comprendre à qui il est lié, comment il est lié, pourquoi il agit, ses motivations. Et finalement, quand vous peu à peu vous investiguez, vous essayez de comprendre, vous savez que vous devez essayer de comprendre pourquoi tel attaquant d'origine turque ou d'origine russe, ou comment il est lié, comment il s'est construit, qui est derrière, c'est-à-dire pourquoi, les motivations financières, les motivations parce que un besoin d'espionnage pour augmenter sa connaissance sur un secteur particulier, etc. Aussi au niveau justement de ses relations avec les pays autour de lui, ou avec ses pays, on va dire, amis-ennemis. Enfin, bref, il y a toute une compréhension globale pour en fait comprendre la motivation. Et finalement, au fur et à mesure, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde ce qui est écrit, on comprend mieux les agissements de certains attaquants à la lumière de l'activité du pays, c'est-à-dire ses positions, ses relations avec tel ou tel pays, avec telle ou telle personne, le fait que ça soit un dirigeant plus dogmatique que notre, il y a tout. Et puis, je pense que l'histoire d'un pays aussi, de plus en plus, permet vraiment de transcrire ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un format juste, si on parle de guerre, on est sur les confrontations, on va dire. On n'est plus du tout sur un format traditionnel de confrontation terrienne, on va dire, si je prends cette expression-là. Mais voilà, le cyberespace est devenu vraiment un espace de confrontation à part entière. Et pour le comprendre, c'était comme les guerres autrefois, comme les confrontations physiques. Il faut comprendre en fait tous les mécanismes qui arrivent derrière.
Et donc, voilà. Et ça inclut l'histoire du pays, la géopolitique. Ça inclut aussi donc de parler les langues, parce que c'est aussi ça, en fait, finalement, le sujet, c'est que de plus en plus, pour comprendre certaines choses, il faut aussi parler ces langues-là ou avoir la connaissance, du moins. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission, donc qui concerne plus votre parcours et puis aussi les conseils que vous pourriez donner à un jeune ou une jeune qui veut faire de la CTI. Alors déjà, peut-être pour revenir un peu à votre parcours à vous, comment vous êtes arrivé dans la CTI? À la base, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez dans la cyber, dans la technique ou pas du tout? Livia, comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai fait des études en relations internationales avec un focus sur l'Europe de l'Est et l'espace ex-soviétique de manière générale. Pendant ce master, j'ai eu un cours d'intelligence économique qui m'a beaucoup intéressée. On parlait OSINT, on parlait veille, on parlait investigation, traitement d'informations. Et j'ai eu l'opportunité de faire un premier stage dans un cabinet de conseil en intelligence économique. Alors c'est là où vraiment l'attirance pour l'investigation, j'ai compris que j'aimerais beaucoup faire ça par la suite. Et donc j'ai essayé de continuer avec une autre expérience un peu similaire finalement, mais dans la cyber. Donc j'ai appliqué les mêmes compétences d'investigation numérique avec plus une touche cyber. Et puis c'était aussi le moment où on commençait à parler beaucoup des campagnes dans les médias généralistes, dans le grand public, avec des campagnes malveillantes contre les hôpitaux en France, par exemple. C'était vraiment devenu un grand sujet. Ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, j'ai compris que le fait d'intégrer une équipe pluridisciplinaire et d'apporter des compétences qui sont peut-être pas évidentes quand on n'est pas dedans, c'était assez enrichissant. Et puis voilà, ça fait 5 ans que j'en suis convaincue. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on parlait du lien entre géopolitique et CTI. Toi, tu viens de l'univers de la géopolitique et des relations internationales. Marion, j'ai cru comprendre que toi, tu venais d'un autre univers, Ouais. encore différent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, j'ai fait 5 ans de droit. J'ai fait 5 ans de droit et je me dirigeais plutôt à la base vers des études sécurité, un commissaire de police, enfin la police, quoi. Donc l'investigation quand même, mais l'investigation pas cyber. Et j'ai aussi, j'ai pour le coup, pour après, c'est assez similaire à Livia, c'est-à-dire que c'est l'IE qui m'y a même tôt. J'ai commencé à lire des choses là-dessus. Et donc, j'ai fait une année supplémentaire qui mélangeait l'IE et la cyber. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait une alternance. L'IE, pardon, juste Ah pour oui, l'intelligence économique, pardon. Merci. Et donc, pareil, il y a toutes ces notions de renseignement, voilà, sur un autre qui n'est pas cyber forcément, mais qui est plus sur de l'entreprise. Mais voilà, il y a toutes ces notions d'investigation aussi. Finalement, on en revient un peu au point de départ. Et j'ai fait en fait une alternance dans un SOC, donc quelque chose dans une société, Et donc j'étais plongée, on va dire, dans la technique, enfin du moins dans le jargon très cyber, très informatique, alors que je ne connaissais rien du tout. Et donc ce qui m'a j'ai mis les pieds à l'étrier assez brusquement, mais c'était super intéressant. Je n'ai pas continué dans un SOC, puisque maintenant je suis dans un CERT et que pareil, j'ai évolué. Donc quand je suis arrivée chez On après directement, j'ai appris sur vraiment le tas aussi, la CTI, qu'est-ce que c'est. J'ai eu des très bons formateurs aussi qui travaillent toujours avec moi, donc qui ont beaucoup d'expérience sur ces notions-là. Et donc en fait, c'est vraiment, et je rebondis sur ce qu'a dit Livia, je trouve que c'est vraiment le cœur de la CTI, c'est-à-dire que les travaux sont effectués de manière... c'est de l'interdiscipline, c'est-à-dire qu'il y a des profils techniques, des profils non techniques, des linguistes, des profils géopolitiques, des juristes, plus de l'intelligence économique. Et en fait, toutes ces connaissances-là font qu'il y a une compréhension vraiment, on va dire, à 300... Enfin, vraiment plurielle des attaquants, de la menace, des campagnes d'attaque. Et donc, il n'y a pas de frustration à avoir de ne pas aussi comprendre la technique parce que on l'apprend. Alors, technique est un mot très large, je l'entends. Mais voilà, au fur et à mesure, on comprend, on sait parler à ces profils-là, on sait les orienter aussi, on sait faire aussi des investigations techniques finalement. Et puis on sait quand on doit se poser les bonnes questions et se dire peut-être que je donne cette investigation-là, je donne la poursuite de cette investigation à une personne, on va dire, plus compétente ou plus chevronnée en fait pour continuer et aller plus loin. Mais il y a aucune voilà, c'est de l'apprentissage tous les jours par contre, et c'est ce qui est aussi assez, enfin moi c'est ce que je trouve génial, c'est qu'on est un peu toujours à l'école finalement, donc
c'est plutôt chouette. Ok, donc c'est vraiment un secteur qui est ouvert à toutes et tous, quoi, quel que soit l'horizon d'études, finalement, tout le monde y a sa place. Alors justement, si je me mets à la place d'un jeune aujourd'hui qui se pose la question de savoir s'il veut faire de la CTI, donc ce qui est bien, c'est que peu importe ce qu'il fait, il pourra potentiellement en faire. C'est quoi, on va dire, le dénominateur commun, enfin, on va dire les compétences spécifiques qu'il doit développer? J'imagine que le mindset un peu d'investigateur est un peu particulier. Enfin, voilà, ce serait quoi un peu les trois, quatre qualités à avoir pour être un bon analyste, Olivia? Je dirais la curiosité avant tout, qui vient justement avec cet appât pour l'investigation. Ensuite, de la rigueur, puisqu'on fait beaucoup de rédaction, on fait beaucoup de recherches, on traite des sources plus ou moins fiables, donc il faut avoir cette rigueur analytique. Savoir prendre du recul sur le temps long, quand on analyse des campagnes, les motivations des attaquants et savoir mettre en perspective un peu différents éléments allant du technique au géopolitique. Et puis le côté interpersonnel, relationnel, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de partage au final dans cette discipline qui est la CTI et savoir aller à la recherche de la bonne source, de la bonne information, communiquer, réseauter, échanger avec ses collègues, je pense que c'est aussi assez crucial aujourd'hui. Et Marion, typiquement, donc si tu devais parler à la Marion de l'époque, avant que tu commences en CTI, ce serait quoi les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne justement pour réussir dans ce domaine-là? Bah, en toute transparence, quand j'ai commencé au début, je me sentais absolument pas à ma place. Enfin, je pensais ne jamais arriver à me sentir, on va dire, suffisamment, on va dire, forte, ou du moins avoir suffisamment de recul et, enfin, et comment dire, de connaissances sur le sujet. C'était un peu ce sentiment d'infériorité constant, en mode bon, je vais jamais y arriver. Finalement, non, on a tous quelque chose à apporter. C'est voilà, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup d'échanges. Moi, je pense qu'il faut. Enfin, c'est voilà, moi j'ai appris énormément en échangeant, en parlant avec mes collègues, en lisant aussi. Et je pense que c'est ça, c'est de se. On se connaît, on connaît finalement nos forces et on connaît aussi nos faiblesses. Et moi, on aurait les personnes qui me sont proches ne m'auraient jamais imaginé dans un secteur comme ça à 18 ans. Et pourtant, 10 ans plus tard, j'y suis. Mais finalement, oui, c'est, je pense, ne pas se dire, je suis... Alors, vraiment, je ne suis pas à ma place parce que je n'ai pas ce background de 5 ans d'études techniques, etc., sur l'informatique. Maintenant, il y a énormément aussi de choses en ligne, de moyens d'apprendre, ou du moins, en fait, il y a apprendre, il y a connaître. On ne gérera jamais tout, on sera jamais. Et justement, c'est ça aussi, c'est de se dire, ok, là, je peux apporter mes connaissances parce que je suis légitime, parce que ça fait un moment que je travaille dessus, parce que je commence à avoir une connaissance. Et quand on voit qu'on arrive à la limite ou qu'on ne sait pas, c'est de se dire, cette telle personne est beaucoup plus apte à faire ça, à m'expliquer aussi, et ne pas avoir peur de ça. Et je pense que le domaine de la CTI, je pense qu'il s'est construit aussi comme ça, parce qu'il y a des profils complètement, qui viennent de toutes parts. Et donc, il y a jamais ce jugement, finalement, moi, finalement, je l'ai pas ressenti, même si au début, pour moi, c'était quelque chose, je comprenais pas comment je pourrais arriver à rester sur le long terme dedans. Et pour le coup, ça fait plus de 5 ans que j'y suis, et je continue de m'éclater là-dedans et d'apprendre, surtout. Mais voilà. Mais ce qui fait que je pense que c'est ça, c'est de se dire que on peut le faire. Je pense que, comme l'a dit Livia, le mot, le plus important, c'est la curiosité. Parce que sans ça, quand même, ça reste un peu compliqué. Mais voilà, sinon, tout est possible. Et tu parlais de lecture, justement. Est-ce que tu as des petits conseils soit de livres à lire, soit de blogs à consulter? Voilà. Demain, j'ai écouté l'émission, je me suis découvert une nouvelle passion pour la CTI, je veux devenir analyste CTI. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Sur quoi est-ce qu'il faut que je passe mon temps? Ouais, pour le coup, alors, je pense qu'il y a 2 catégories de choses. Il y a les MOOC, qui maintenant sont quand même assez développés là-dedans, et donc les MOOC de l'ANSSI, bien évidemment, mais il y a maintenant plein de MOOC sur l'investigation, le monde cybercriminel, le renseignement. Donc je pense que ça, c'est indéniable, il faut le faire. Et après, en termes de lecture, donc moi, je vais un peu citer ce que mes formateurs, les personnes qui m'ont formé, en fait, au fur et à mesure de mes années, m'ont conseillé. C'est tout d'abord lire les Sherlock Holmes pour l'investigation.
Vraiment, c'est en termes de justement pour développer cet esprit voilà, d'analyse, de comment avancer progressivement dans une investigation, comment vraiment ne pas brûler les étapes, ne pas justement aller d'un point A à un point B de manière trop rapide. Ça, c'est pas lié à à la cyber, mais c'est vraiment ce côté de faire mûrir cette réflexion-là. Et après, il y a on va dire, il y a des livres, des bouquins plus ou moins anciens, certains qui sont pareils, qui sont un peu des prémices ou qui maintenant sont carrément des livres assez reconnus et qui sont liés à la cyber. Il y a notamment le Nid du coucou, comme on dit assez bien, de Clifford Stoll. Donc, qui vraiment, c'est un policier, mais qui est lié à, enfin voilà, qui est cyber, sur une enquête cyber. Mais ce bouquin date de 1990, je crois, fin des années 80, début des années 90. Donc, c'est un peu les prémices. Et voilà, on me l'a conseillé, enfin, je l'ai lu assez quand je suis arrivée assez rapidement, et c'est vrai que c'est bon, quand on s'intéresse à ces questions-là, c'est quand même assez intéressant. Après, il y a des livres, faut pas avoir peur non plus, justement. Au début, ça peut ça peut faire un peu peur, mais il y a Attribution of Advanced Persistent Threats, donc de Stephens. Pour le coup, c'est assez conséquent. C'est sur justement toutes ces notions d'APT, toutes ces notions d'investigation, d'attaque, comment analyser. Donc ça peut faire peur, mais c'est aussi atteignable pour des profils non technique, et quitte à revenir dessus. Hein. Moi, il y a des choses où je reviens, où j'apprends toujours, je relis ces bouquins-là, je reviens sur certaines choses. Mais voilà, il y en a plein d'autres, hein. Olivia, si tu veux en rajouter, voilà. Et il y a évidemment des blogs, les éditeurs. Moi, je pense, en fait, quand on veut commencer là, si quelqu'un là devrait, c'est se mettre à lire des articles d'éditeurs aussi, parce que mine de rien, ça va te paraître dur au début, c'est normal. Il y a des notions techniques, mais je pense que c'est comme ça aussi on apprend. Hein, on apprend avec Mitratak à côté. Enfin voilà, on tâtonne. Mais je pense que c'est déjà un bon début et un bon background. Je rajouterais peut-être les conférences. La CTI est un milieu où les analystes partagent beaucoup les résultats de leur investigation en format conférence également. Alors heureusement, récemment, on a beaucoup de conférences qui mettent en ligne gratuitement leur talk, donc n'hésitez pas à aller piocher là-dedans. On n'hésitera pas si on vous voit toutes les deux en conférence. Alors, il y a une thématique dont on n'a pas trop parlé, mais bon, en tant qu'école, on est bien placé pour le constater, mais il y a malheureusement peu de femmes en cyber. J'ai l'impression qu'en CTI, c'est un peu moins le cas. Alors, Livia, typiquement, qu'est-ce que tu pourrais dire à une étudiante qui est intéressée par la cyber, mais se pose un peu la question de savoir si elle y a sa place du fait que c'est un environnement quand même majoritairement masculin? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette étudiante? Alors, la réponse simple serait tout le monde à sa place, évidemment. C'est une question de compétences et de connaissances avant tout. Ensuite, je me rends très bien compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que les racines vont très très loin et à un âge très jeune. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Aller sur les réseaux sociaux, chercher des experts ou des expertes euh, qu'on voit, qui sont visibles, qu'on connaît, ou demander l'avis de personnes qu'on connaît dans le secteur, poser des questions, s'intéresser, suivre les équipes CTI via leur blog, via leur webinaire, aller en conférence, faire de l'événementiel pour se rapprocher des gens, en fait, et discuter. Je pense que c'est ce qui peut aider pas mal. Marion, est-ce que là-dessus, t'as des choses que tu veux compléter sur... Non, ouais, c'est de se dire que, bien évidemment, il faudrait aussi des profils techniques, hein, sur les femmes, parce que c'est vrai que pour le coup, en CTI, on est peut-être un peu plus nombreuses dans la mesure où on fait voilà, de la géopolitique, du droit, donc des matières qui sont un peu plus féminisées. Mais ouais, tout le temps se dire que la technique ne doit pas être un frein, ça pourrait être un peu compliqué au début. Et c'est normal. Alors, c'est un monde, oui, masculin encore, beaucoup. Hein. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir ma manager qui est une femme, donc je peux dire que je suis assez fière de ça aussi, quand même, parce que mine de rien, c'est quand même un signe fort. Donc, qui est directrice d'un CERT aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, ce côté où, en fait, c'est possible. Il y a pas, et elle n'a pas non plus un. Je précise aussi qu'elle n'a pas non plus un. Enfin, elle a fait du droit. Donc, ce qui fait que. Et maintenant, vous parlez de technique, je pense qu'elle parle bien plus technique que certains. Mais c'est ça, c'est juste de se dire que c'est possible. Je comprends que ça soit dur de se projeter à 18 ans. Moi, je me serais jamais projetée là-dedans à 18 ans, il faut clairement se le dire. Donc, c'est une matière qui
qui évolue et qui se nourrit. Donc, je pense que maintenant, il y a des formations qui commencent à la proposer. Donc, ne pas hésiter aussi justement à poser plus de questions, à savoir, on a des profils différents, ça a marché. Il y a pas de doute. Il y a la motivation qui va avec. Il n'y a aucun doute sur le fait que ça marche et qu'on puisse s'épanouir dans ce métier. Et puis oui, voilà. Et on en revient toujours un peu au même point, hein, la curiosité et puis l'obstination un peu. Bon, ça peut arriver de temps en temps. Mais bon, après, je pense que maintenant, il faut y aller en fait. Et alors, on en a parlé un tout petit peu rapidement au début, mais l'IA, est-ce que l'IA générative ou l'IA de manière générale, c'est quelque chose qui est amené à transformer un peu le métier d'analyste CTI? Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui se posent la question de savoir si leur job va être remplacé plus tard. Donc, voilà, quel est l'impact de l'IA dans le métier de l'analyste aujourd'hui, Livia? Je pense que c'est tout à fait légitime de se poser ce type de questions, comme dans toutes les industries, je dirais, dans tout type de métier. Ensuite, je pense qu'historiquement, il y a eu pas mal d'inventions ou d'évolutions technologiques qui ont pu donner suite à ce type d'interrogation. Au final, alors c'est une question d'adaptation. Il faut s'adapter et ne pas avoir peur, hein. Il faut l'apprivoiser maintenant pour ne pas avoir du retard plus tard. Ensuite, pour moi, ça restera toujours un outil parmi d'autres. Alors effectivement, le moyen le plus simple, c'est peut-être de l'utiliser pour rédiger des rapports à notre place. Alors, mon avis est que un vrai travail d'analyste ne sera pas remplacé par une itération simple d'une IA. Mais effectivement, il y a des moyens très intelligents de l'utiliser en tant qu'outil pour un analyste en CTI en donnant les bons scripts. Alors, on dit que le futur métier le plus intéressant sera plutôt rédacteur de scripts IA. On va voir. En tout cas, les attaquants l'utilisent déjà, donc on se doit aussi de savoir apprivoiser cet outil au mieux. Ouais, Marion, est-ce que toi, ça a changé ta vie, l'IA ou Ah non, pas du tout. Moi, je l'ai écarté un peu jusqu'à ce que je ne puisse plus l'écarter. Donc, maintenant, il faut s'y mettre, hein. Mais après, non, je pense quand même qu'on voit encore on le voit, hein, les rapports, etc. La vision humaine est quand même fait encore quand même la différence sur certaines choses. Voilà, l'investigation, l'analyse, se poser les questions. L'IA s'en pose, hein, mais de là, voilà, quand c'est, voilà, il y a encore des, nous, on n'utilise pas l'IA pour écrire nos rapports. Je pense qu'Olivia non plus. Mais c'est un support. Et de toute façon, là, par contre, c'est indéniable qu'en termes de support, maintenant, on peut plus s'en passer. Mais ce qui est par contre intéressant, alors je sais pas si c'est intéressant, mais voilà, comment les attaquants utilisent l'IA, ça rentre déjà dans une problématique qui est quand même assez grande et donc qui pose d'autres questions aussi. Mais oui, on verra. Se projeter, c'est un peu dur quand même aussi, mais en espérant que nos métiers ne partent pas trop vite quand même. On arrive bientôt au bout de notre émission. Pour terminer, moi, j'aimerais bien comprendre un peu chacune ce que vous aimez dans votre job, ce qui vous drive un peu au quotidien, ce qui vous motive. Je ne sais pas qui veut commencer, Livia peut-être. J'ai envie de parler du côté humain avant tout. Les collègues, l'équipe, les managers, les gens avec qui on interagit au quotidien de manière générale, ça c'est super important. Et voilà, je suis très bien entourée chez Sequoia avec Marion. On a travaillé même ensemble, donc on est issus un peu du même collectif initialement. Alors je parle aussi pour toi, mais je pense que le côté humain, ça nous a beaucoup aidé à nous projeter à moyen et long terme dans nos équipes respectives. Ensuite, il y a un peu l'utilité publique au final de ce qu'on fait, de se dire qu'on est capable alors dans l'idéal, hein, de protéger des entreprises privées, des collectivités, des agences étatiques, etc., ou pour aller plus loin, des organismes régionaux ou internationaux. Donc c'est plutôt gratifiant. Et ensuite, il y a le côté curiosité intellectuelle. Donc on apprend toujours, on l'a déjà dit plusieurs fois lors de ces discussions, mais les choses changent si rapidement, on apprend tous les jours. Et c'est très stimulant de faire ça au quotidien. Et toi, Marion? Moi, finalement, j'en reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ce côté interdisciplinaire que j'ai adoré. C'est-à-dire pouvoir apprendre quelque chose que je n'avais pas en moi, que je ne connaissais pas. Et voilà, cette matière-là s'y prête totalement. Et il y a ce côté où vraiment on va pouvoir se donner sur d'autres matières qu'on n'aurait pas forcément
miser ou même pas du tout. Échanger continuellement, moi je pense que c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire voilà, il y a vraiment cette notion de partage de la connaissance qui est inhérente au métier. Et donc, une discussion de comptoir, une discussion autour d'un café peut dégénérer, alors peut-être longue un peu aussi, mais peut partir sur justement l'histoire de la géopolitique d'un pays parce que tel attaquant a visé telle entreprise ou tel pays, ou vraiment l'histoire de la CTI. Moi, je sais que j'ai voilà, un de mes collègues qui m'a formé aussi, et donc vraiment à ce recul-là sur l'histoire de la CTI et ces livres-là qui me conseillent, etc. Bah, je trouve ça, oui, voilà, assez fascinant. Je trouve que comme c'est une matière qui se construit au fur et à mesure, en fait, on apprend tous les jours, elle évolue. Donc, alors peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passera aussi dans 10 ans, hein, on ne sait pas, mais à l'heure actuelle, je me lève en me disant, oui, bah, ce matin, qu'est-ce qui va arriver dans le monde, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va être possible de faire, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire aussi pour mes clients, pour essayer effectivement aussi ce côté d'aider, cette notion d'aide qui est quand même prégnante, hein, dans le travail. Mais globalement, voilà, il y a c'est tout ce mélange, en fait, finalement, de différentes activités en une seule, qui est la CTI. Et donc, voilà, pour moi, c'est super intéressant et ça challenge aussi beaucoup, je trouve, et c'est ce qui est d'autant plus intéressant. Ah bon, en tout cas, ça donne vraiment envie. Moi, ce que je retiens de l'échange, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a découvert grâce à vous que la CTI, en fait, c'était un domaine qui était très très large. Euh, En fonction de l'APT sur lequel on investigue, de l'état, du focus régional, du client, etc. Finalement, c'est très varié, on fait rarement la même chose. C'est un domaine qui est aussi très ouvert parce que on peut à la fois faire beaucoup de techniques, ça peut être aussi très géopolitique. Ça s'adresse à tous les profils, du droit aux relations internationales, en passant par l'informatique, etc. Donc il y a une vraie diversité des profils en CTI, c'est ouvert à tous. Et puis alors, d'un point de vue, on va dire, cyber, c'est quand même un métier qui est au cœur de la cyber. C'est-à-dire que on peut pas construire une cyberdéfense efficace si derrière, on ne s'est pas renseigné sur quelles étaient les motivations des attaquants, quels étaient leurs modes opératoires. Donc la CTI, finalement, c'est un peu à la base de la cyber. Pour ça, je trouve que c'est intéressant et ça mériterait d'avoir peut-être plus de place dans les formations cyber ou d'être plus démocratisé, on va dire. Je pense que ça reste un domaine qui est assez niche, malheureusement. Donc on arrive au bout de cette émission. C'était un plaisir de vous accueillir, Marion et Livia. Comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn comment on peut... Oui, bah, LinkedIn, pour le coup, ne pas hésiter à venir poser des questions. S'il y a des questions, bon, là, on a parlé des femmes, hein, mais aucun souci pour les hommes non plus. Le but, c'est vraiment d'essayer, oui, de dire à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées et qui commencent à être intéressées que c'est pas, enfin voilà, que en fonction de leur background, il y a toujours moyen de rentrer là-dedans et de faire sa place aussi et d'apprendre et de se sentir curieux. Donc aucun souci sur LinkedIn, vous me retrouverez essentiellement sur LinkedIn. Pareil, LinkedIn, Twitter, et puis nous, on publie essentiellement nos travaux sur notre blog, le blog de Sequoia, donc n'hésitez pas, au plaisir de continuer à échanger ensemble. Ok, et il y a le blog de Aune aussi qui est Oui. très bien fourni. Aussi, effectivement, on produit régulièrement des analyses sur des acteurs, sur des analyses plus techniques aussi. Donc, ne pas. Voilà, il y a tout un mélange qui permet de comprendre aussi un peu tout cet écosystème. On fait ça bien. Génial. Et ben, un grand merci à toutes les deux. À très bientôt. Merci. Merci De votre beaucoup. participation.